Donc, bonjour à tous et à toutes. Le Sierra Montréal est très content d'accueillir aujourd'hui Étienne Levac et Rachel Pelletier dans le cadre de ces midis du Sierra. Rachel et Étienne vont nous parler de le style de leur présentation, de leur communication entre cibles sportives et acteurs du savoir, leur uniel au cœur de conflits extractifs et épistémologiques dans le Nitakinan et le Nitaskinan. Rachel Pelletier a complété sa maîtrise sur mesure en droit et gouvernance territoriale autochtone à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Sa recherche visait à remettre en question la légitimité des structures bureaucratiques et législatives au Québec en matière de gestion faunique et de conservation occidentale, ainsi que sur leur influence sur les droits des peuples autochtones et les possibilités de collaboration. On dirait une phrase à la Proust, Rachel. Sa recherche visait également à faire lumière sur la nécessité, en contexte de changement climatique, d'intégrer différents systèmes de savoir pour que les politiques environnementales répondent plus réalistement aux besoins socio-écologiques des territoires. Rachel est actuellement chercheuse pour l'équipe des négociations autochtones chez le groupe Harlight et a précédemment travaillé comme analyste en environnement pour la nation Anishinaabe de Lac-Simon. Étienne Lebac est candidat au doctorat de l'Université du Québec à Montréal. Sa recherche porte sur les dimensions épistémo-comiques et politiques du rire et de l'humour en contexte atikamekw Nehiro-Wizu. Ces expériences professionnelles se concentrent sur le volet de la coordination de projets communautaires en communauté autochtone, de stratégies de restitution et de valorisation des données de recherche et d'organisation d'événements scientifiques, culturels et politiques. Sa recherche de maîtrise a porté sur les dimensions relationnelles des Atikamekw Nehiro-Wisiwok de Manawan à propos de leurs hauts lieux territoriaux. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Étienne et Rachel. Euh, Merci à tous et à toutes d'être là aujourd'hui. Et je vous encouragerais à ouvrir vos caméras. Ça fait des midis du Sierra plus plus plaisant. Alors voilà, merci. Merci beaucoup Arnaud pour cette introduction. On va commencer, donc c'est ça, le titre de notre communication à Rachel et moi, c'est Entre cibles sportives et acteurs de savoir, l'orignal au cœur d'un conflit extractif et épistémologique dans le Nitakinan et le Nitaskinan. Donc, l'objectif de notre présentation est situé en trois parties. Donc, c'est tout d'abord de situer l'orignal dans les cosmologies Atikamekw-Nehru-Wisiwak et Anishinaabe pour montrer comment c'est un acteur de savoir, donc c'est un enseignant. C'est aussi d'aborder comment ce dernier est traversé par des dynamiques politiques et territoriales dans les territoires mentionnés. Et c'est de dire que malgré ces enjeux territoriaux, les Nehru-Wisiwak et les Anishinaabe continuent d'entretenir des relations avec l'Orignal en composant avec les enjeux sur le territoire, sur les territoires mentionnés. Euh, donc, grosso modo, ça va durer, on va diviser ça en trois parties. La première, ça va être de parler de l'importance de l'orignal. Après ça va être de parler des enjeux par rapport à l'orignal. Et la dernière partie, ça va être les efforts et les solutions pour composer avec ces enjeux. Donc,
juste vous situer un petit peu, moi j'ai travaillé dans la communauté Atikamekw de Manawan pour ma recherche de maîtrise, qui est la communauté la plus au sud du Nitaskinan, juste au-dessus de Trois-Rivières, comme vous le voyez à gauche. Et Rachel a travaillé avec les Anishinabés de Lac-Simon, qui est la communauté juste au-dessus de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que, Rachel, tu veux présenter ton, Ouais, cette partie? oui, oui, oui. Ben, dans le fond, c'est ça, là, avant de continuer davantage dans la présentation, là, moi et Étienne, on voulait vous parler juste rapidement en fait, de nous-mêmes, de nos recherches, de la place de l'Orignal dans notre processus. Fait que je vais commencer. Puis Arnaud, il m'a introduit, fait que je vais pas trop m'introduire non plus, là. Donc c'est ça pour ceux qui viennent d'arriver, là. Je fais de la recherche pour le groupe Firelight, mais auparavant, c'est ça, j'ai travaillé beaucoup avec Lac-Simon pour mon projet de maîtrise qui s'est échelonné sur 4 ans, là, dans lequel il y a eu mon projet de maîtrise, mais aussi éventuellement même un rôle au sein du département de ressources naturelles comme analyste en environnement. Puis encore aujourd'hui, là, je travaille à coordonner les dossiers de consultation à Lac-Simon à temps partiel. Fait que le lien est encore présent, puis je collabore encore avec Lac-Simon. Mais ultimement, le projet de recherche que j'ai fait, qui a commencé en 2020, a vraiment été construit à partir d'une mise en contexte tu sais, d'un contexte en lien avec l'orignal, la chasse à l'orignal, que je vais vous parler vraiment brièvement, qui est, dans le fond, une demande de moratoire sur la chasse à l'orignal, sur la chasse sportive et la chasse en général dans la réserve faunique de la Vérandrie. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est où la réserve faunique de la Vérandrie, là, parce qu'il y en a qui ne savent peut-être pas c'est où, mais c'est vraiment dans le nord-ouest du Québec, là. C'est énorme, là. En fait, c'est le passage obligatoire, finalement, des Laurentides à l'Abitibi-Témiscamingue. Puis, entre 2019 et 2021, il y a eu des mobilisations pour protéger l'orignal par les différentes communautés Anishinaabe. Donc, il y avait Lac-Boréal, Kitikandibé, Lac-Simon, il y avait aussi Kébawek, Winway, qui demandaient, là, en fait, au gouvernement du Québec qu'il y ait un arrêt sur les activités de chasse pour 5 ans, dans le but, là, finalement, de trouver une manière de travailler ensemble pour la protection de l'orignal, parce que ce que les communautés voyaient, c'est une diminution de l'orignal, du cheptel d'orignaux dans la réserve faunique de la Vérandrie, là, depuis plusieurs années. Donc, c'est des observations qui dataient de plus de 10 ans, mais même plus longtemps que ça, quand on pense que les Anishinabés, en fait, vivent sur le territoire. Tu sais, Lac-Boréal vit dans la réserve faunique de la Vérandrie, Kitsakik aussi. Donc, elles sont sur le territoire depuis longtemps. Elles voient les dynamiques euh, de la population des orignaux dans la réserve faunique. Donc, ça datait de beaucoup plus que 12 ans, dans le fond. Mais en 2019, les communautés ont décidé de se mobiliser pour dire, là, c'est assez. On remarque qu'il y a vraiment une diminution, puis on veut que le gouvernement du Québec fasse quelque chose. Ça a pris 2 ans avant que le gouvernement du Québec décide vraiment de s'asseoir puis d'ouvrir une table de négociation pour s'attaquer à cette problématique-là. Puis dans ces 2 années-là, dans le fond, à chaque période de chasse sportive, il y a eu, donc pendant 2 ans, il y a eu des points de contrôle qui ont été faits par les communautés Anishinaabe pour sensibiliser les chasseurs sportifs sur la situation de l'orignal. Puis, c'est ça, après 1 an de mobilisation, là, le gouvernement a décidé de faire un inventaire aérien pour constater finalement qu'il y avait bel et bien une diminution de la population d'orignaux, mais qui jugeait pas assez importante selon le gouvernement pour imposer vraiment un moratoire de 5 ans. Fait que là, c'est pour ça qu'il y a continué à avoir des mobilisations une autre année. C'est en 2021, là, au printemps, parce que la saison de chasse 2020 a vraiment été bouleversée là, par différentes tensions entre les chasseurs allochtones et Anishinaabe. Il y a eu des épisodes de violence, là, parce que, entre autres aussi, la couverture médiatique de cet enjeu-là mettait beaucoup la problématique sur
Les points de contrôle, ça, on les dépeignait vraiment comme des barrages, là, comme si, en fait, c'était des actes illégaux. Alors que finalement, les Anishinabés, tu sais, cherchaient vraiment à sensibiliser puis à ce que ce soit des points d'information pour la population. Bref, finalement, tout ça a mené à une table de négociation là, en 2021. Mon projet n'a pas porté sur la table de négociation qui est ouverte, mais plutôt pourquoi ça a pris 2 ans avant que le gouvernement décide de s'asseoir pour collaborer avec les Anishinabés. Tu sais, il y a vraiment eu une non-reconnaissance d'abord de manière très explicite. Là, Pierre Dufault, qui était le ministre du GMRNF, là, mais c'était le MFF à l'époque, mais qui reconnaissait explicitement que ça prenait des données scientifiques et factuelles pour vraiment agir sur la situation. Euh, donc, il y a eu cette non-reconnaissance-là. Puis, malgré tout, malgré un inventaire aérien, donc une mesure très scientifique pour dénombrer la population d'orignaux, on a quand même jugé là, que ce n'était pas suffisant pour aller de l'avant. Donc, moi, c'est vraiment ces deux éléments-là que je suis venue analyser pour essayer de comprendre comment finalement la structure gouvernementale au Québec en matière de gestion de la faune, puis plus précisément en matière de gestion de l'orignal, a des impacts, a des effets sur la gestion de l'orignal chez les Anishinabés, leurs pratiques de chasse traditionnelles, leur organisation du territoire en lien avec l'orignal. Donc, Étienne, je te laisse continuer, mais pour ma part, ça a été vraiment ça. Puis c'est ça qui m'a comme lié un peu à l'Orignal. Ça a été ça. En fait, c'est comme ça que je me suis liée à l'Orignal dans tout ce processus. Puis l'Orignal m'a comme vraiment permis finalement ça a été comme mon guide vers une compréhension plus large puis plus complexe du territoire sur lequel il vit. Donc voilà, je laisse Étienne continuer en ce qui le concerne. Merci Rachel. Pour ma part, ben moi, ma maîtrise, elle a porté sur la documentation des lieux importants chez les Atikamekw de Manawan. Donc, ça n'a pas porté à la base, c'était pas du tout sur l'Orignal, mais par l'entremise d'un terrain ethnographique à Manawan, puis d'avoir développé des relations avec les gens d'un peu partout dans la nation, notamment à Abidjan aussi, ben, je suis arrivé à côtoyer l'orignal de différentes façons, notamment en faisant beaucoup de boucherie, en dépeçant l'orignal, en faisant la boucherie, en allant distribuer la viande, puis même en tannant les peaux, puis à tous les gardes de chasse ou agents fédéraux cachés dans le Zoom en ce moment ou plus tard, quand vous regardez l'enregistrement, je n'ai jamais fait de chasse, je n'ai pas été avec eux, ne vous en faites pas, ne venez pas me chercher, c'est juste pour la boucherie. Donc moi, l'orignal, ça a surtout été dans un contexte d'implication dans les lieux. Puis c'est aussi en même temps de faire ma maîtrise, j'étais coordonnateur du projet Madagan, qui est un projet de transmission et de valorisation des savoirs et de la culture atikamekw auprès des jeunes de l'école secondaire Odabi. Puis c'est dans ce cadre-là de documentation du territoire et de coordination du projet Madagan que j'ai pu observer ou parler avec Ouais, c'est ça, c'est par mon implication à Manawan et par la documentation des lieux importants et dans les dynamiques de transmission culturelle dans la communauté que j'ai pu voir et m'entretenir avec les gens sur différentes dimensions de l'importance de l'orignal, notamment alimentaire, médicinale, artisanale, artistique, pour ne nommer que ces catégories. Mais pour cette présentation, je vais me concentrer plus spécifiquement sur deux aspects de l'importance de l'orignal dans la cosmologie Atikamekw-Neruizu euh, qui sont également des rôles de transmission. Donc, moi, je distingue qu'il y avait tout d'abord les savoirs et les pratiques enseignées qui impliquaient l'orignal et l'orignal comme un acteur de savoir, c'est-à-dire comme un enseignant. Donc, c'est sûr que parler de cet animal comme un enseignant, ça peut être difficile à envisager pour des gens comme moi où le territoire n'est un lieu de socialité que lorsqu'on loue notre terrain de camping à la CEPAC.
mais il faut tenter de saisir comment, pour les Atikamekw, la forêt est un milieu social qui implique des êtres autres qu'humains. Donc là, pour citer Benoît Etier et Sylvie Poirier, ils disent: La territorialité Néluzio est constitutive d'une relation complexe et dynamique avec les ancêtres et les non-humains qui peuplent leur univers forestier, avec la tradition orale, les savoirs transmis et acquis, et une toponymie riche et détaillée. Cette territorialité comprend également les potentialités cosmologiques et esthétiques des lieux du territoire, y compris les présences et les intentionnalités des personnes non humaines, les animaux, les arbres, les plantes, l'eau, le vent, le feu et différents types d'esprits. Donc, euh, faut vraiment comprendre, pour comprendre que l'Orignal est un enseignant, il faut aborder ce territoire comme un lieu de socialité avec différents autres qu'humains. Mais je vais d'abord commencer par la partie c'est les pratiques et les savoirs enseignés. Donc, il y a plusieurs activités dites traditionnelles aujourd'hui qui reposent sur l'orignal. Dans les photos ici, il y a notamment le tannage de la peau d'orignal, la confection de vêtements, comme des mocassins, la préparation de médecine, la confection d'outils comme vous voyez en bas à droite, c'est un grattoir pour la peau d'orignal qui est fait avec le tibia. Euh, Puis aussi les raquettes, que c'est un moyen de locomotion. Donc, l'orignal, les différentes parties de l'orignal sont vraiment euh, sont impliquées dans différentes pratiques. Donc, il est utilisé, l'utilisation des différentes parties de l'orignal est vraiment associée à un mode de vie euh, en territoire qui aujourd'hui n'est plus le même, mais tout de même, tous ces exemples-là, c'est des exemples contemporains, c'est pas des choses que je tire d'il y a plusieurs siècles. C'est vraiment aujourd'hui, les personnes continuent d'utiliser l'orignal à ses différents effets. Puis l'orignal, c'est ça, il est impliqué, il est enseigné, notamment en famille, en fait surtout en famille. J'y reviendrai un peu plus tard dans la présentation, mais il y a aujourd'hui, il y a des familles qui vont pas en territoire. C'est assez inégal. C'est l'occupation du territoire des différentes familles et donc l'apprentissage de ces savoir-faire et de ces savoir-être. Donc, il y a des efforts institutionnels de transmission culturelle des dernières décennies qui ont permis des espaces au sein de la communauté et en territoire pour transmettre ces savoirs. Donc, l'exemple le plus rapide à dire, ce serait l'exemple des semaines culturelles qui font partie de la deuxième catégorie d'espaces institutionnels en territoire, qui sont des congés biannuels institutionnalisés à la fin des années 70 par les conseils de bande des trois communautés atikamekw, avec l'objectif que les familles puissent aller sur le territoire et pratiquer des activités traditionnelles comme la chasse à l'orignal ou la chasse à l'outarde. Pour les familles qui vont en territoire, c'est l'occasion notamment de transmettre les savoirs associés à la chasse à l'orignal, les pratiques artisanales mentionnées, le vocabulaire qui entoure l'orignal, mais également aussi d'apprendre les récits de tradition orale de tout genre, mais aussi ceux dont l'orignal fait partie. Puis comme le dit les anthropologues Laurent Jérôme et Rubens da Silva, ouvrez les guillemets, chez les Atikamekw, il existe encore un fort sentiment de cohésion sociale. Les lacs, la forêt, la tortue, l'aigle, l'orignal sont des éléments inséparables de la construction de récits sur la création du monde et sur la place des humains et des non-humains dans ce monde. Donc, euh, sur la partie de l'orignal comme étant enseignée, c'est pour dire qu'il y a différentes parties de l'orignal qui sont utilisées dans plusieurs pratiques et savoirs médicinaux, artisanaux, alimentaires, mais que aussi les périodes de chasse permettent des moments de regroupement en famille pour apprendre des manières de faire, mais également d'autres savoirs comme des récits et des manières d'être en territoire. Donc, l'orignal, dans cette première dimension-là, il implique des pratiques et des espaces de transmission. C'est là que je fais le petit passage entre l'orignal comme enseigné et l'orignal comme enseignant.
C'est dans le cadre de ma recherche de maîtrise que nous avons travaillé avec Kevin Dubé, qui est le coordonnateur du Centre des ressources territoriales de Manawan, qu'on voit sur la photo ici. C'est lui qui tient le téléphone de la selfie. On a travaillé avec Joe Ottawa et Jean Ottawa, qui sont deux chefs de territoire, pour documenter la montagne Kijé-Madnak, qui veut dire littéralement la grande montagne. Bon, c'est... Suivez-moi dans l'explication parce que la montagne en question, elle est en bas à gauche. Et moi, de première vue, je me disais pourquoi est-ce que c'est une grande montagne quand elle fait... bon, on la voit à peine qui sort de l'horizon. Dans le processus, nous avons documenté comment la place de l'orignal sur cette montagne la rendait importante. Donc, citation de Jean et Joe Ottawa. Cette montagne était plus utilisée de façon communautaire. Autrefois, avec la pauvreté à Manawan, on désignait un chasseur pour aller tuer des orignaux. C'était une responsabilité d'un chef de territoire face à la communauté. C'est une espèce de frigidaire. Quand il y a de la pauvreté, quand il y a de la pauvreté. Mais Jean aussi a des responsabilités avec ses activités entourant le sirop d'érable. Il transmet ses activités, il transmet ses activités. Cette montagne sacrée était plus utilisée de façon communautaire. Oui, ça touchait leur territoire, mais c'était un frigidaire communautaire. Donc, cette montagne-là, elle est considérée comme une montagne, notamment à cause de la présence de l'orignal et de cette catégorisation, de cette catégorie de frigidaire communautaire, ou en Atikamekw, c'est Mijimiwash. Donc oui, c'est ça. La fonction de Mijimiwash implique l'orignal et les activités de l'érable, euh, qui est en Atikamekw Néromowin. L'orignal se dit aujourd'hui mousse, mais une aînée, Cécile Nikwe Ottawa, m'a dit que la beauté de cette espèce se reflétait mieux dans son ancien nom. L'ancien nom de l'orignal en Atikamekw, c'est Camilo de Nakwetch, qui est écrit ici, qui se traduit littéralement par celui qui se tient sur les bonnes montagnes. Bon, ainsi, Kijé-Madnak fait partie de ces bonnes montagnes qui sont le milieu de vie de l'orignal et n'est pas la seule montagne frigidaire dans Notchimok. Sur ce point, Kevin Dubé ajoute, je dis une autre citation. Je sais qu'il y a d'autres montagnes aussi. Il y a un jeune de Manawan qui avait tué un orignal sur le chemin de Manawan au kilomètre 37 à peu près. Puis lui, l'orignal, il y avait un genre de tag, puis on s'est informé à l'orignal. On s'est informé et l'orignal a été tagué pas loin de entre Ottawa et Maniwaki. Puis ils l'ont tué ici. C'est tout ça que l'orignal il a parcouru. Il avait été tagué 2 ans passés, qu'il nous disait. Donc, la distance entre Manawan et Maniwaki représente environ 200 km à vol d'oiseau. Ce indique que l'orignal a parcouru de très grandes distances d'une année à l'autre. Également, comme on sait qu'il existe d'autres montagnes comme Kijamanak, on peut en déduire que l'orignal passe d'une montagne à l'autre dans ses déplacements et reste sur certains versants de la montagne en fonction de la végétation et de ses besoins durant l'année. Donc, il tourne autour de la montagne selon ce qu'il a besoin et change de montagne à d'une année à l'autre. C'est lors d'une rencontre à l'automne 2022, j'ai partagé ces différentes informations avec Jean, Joe et Kevin pour être sûr d'avoir bien compris que certaines montagnes étaient reliées entre elles par les déplacements des orignaux, ce qu'ils ont confirmé. Joe a ensuite expliqué que les Atikamekw Louisio ont appris des orignaux leur mode d'occupation du territoire. Tout comme les orignaux qui utilisent toutes les parties de la montagne en fonction des différentes saisons et en se déplaçant en rotation de l'une à l'autre, les Atikamekw Louisio occupaient le territoire en se déplaçant par rotation dans l'ensemble du territoire et en fonction des territoires. Donc, euh, non seulement l'orignal a implique une occupation et une mode de gouvernance du territoire avec les chefs de territoire, mais il a permis d'apprendre les déplacements et l'occupation de ce territoire-ci. Euh, Puis là, justement, c'est dans ce contexte-là, Sylvie Poirier, elle met en garde dans un texte, l'anthropologue Sylvie Poirier met en garde en disant toute recherche sur la relation Atikamekw au territoire dans le contexte contemporain
ne saurait faire fi des relations de pouvoir au sein desquelles les Atikamekw ont transformé et reproduit leur rapport au monde, leur ordre social, leur conscience culturelle. Elle ne saurait non plus faire abstraction de la présence des activités et des intérêts allochtones sur ce territoire. Donc, si l'Orignal occupe les montagnes selon ses besoins, se déplace, qu'est-ce qui arrive quand il y a de la coupe forestière abusive sur les différentes montagnes? Qu'est-ce qui arrive quand il y a une présence de villégiateurs de plus en plus fréquente? Et de plus en plus d'orignaux sont tués? Comment, en fait, cette importance de l'orignal fait pour être perpétuée dans un contexte de territorialité enchevêtrée, comme dirait Sylvie Poirier et François Dussart. Donc, sur cette question-là de cogestion, je vais laisser Rachel, dont tout le mémoire porte exactement sur cette question-là. Merci, c'est une belle introduction, Étienne. Ben, mon mémoire ne porte pas juste sur la cogestion, mais effectivement, c'est dans les réflexions, là, comment on arrive à collaborer vraiment. Puis, tu sais, il existe tellement de modèles de gestion, de gouvernance partagée, puis de gestion commune. Fait que, bref, je voulais rectifier ça, mais je vais quand même aller dans ce sens-là pour le reste de la présentation. Puis, Étienne, je t'invite à rebondir si jamais tu as des réflexions qui te, qui te pétillent à l'intérieur. Euh, ben c'est ça. En fait, ben juste pour aller, tu sais, parce que là, Étienne, il parle plus des Atikamekw Mirowisiwa, mais c'est un peu similaire aussi là, chez les Anishinabés, bien que, tu sais, historiquement puis géographiquement, ça crée quand même des divergences, là, mais pas divergences, mais plutôt quelques particularités quand même. Mais c'est sûr que la conception, ben, le rapport à l'orignal va être similaire, tu sais, dans la mesure où l'orignal va être vraiment ancré dans la culture, la spiritualité, l'identité Anishinaabe. L'orignal, il assure une subsistance pour l'ensemble de la nation. C'est aussi principalement la viande qui est mangée chez les Anishinaabe, du moins à Lac-Simon. Euh, c'est, en fait, dans les entretiens que j'ai eus avec les gens, quand j'ai fait mes entretiens à Lac-Simon, pendant ma maîtrise, tu sais, on m'a répété souvent que l'orignal, c'est un porteur de connaissances, de savoirs ancestraux. On m'a dit aussi que l'orignal, c'est un médecin, hein, parce qu'il se nourrit de plantes de santé, donc il va nécessairement être une espèce en santé si le territoire est en santé, bien sûr, là, parce qu'après, c'est sûr que si dans un écosystème qui est perturbé, qui est contaminé, ben là, c'est sûr que ça devient moins un animal qui est porteur finalement qui est médecin, mais reste que l'esprit est que l'orignal, techniquement, est censé se nourrir de plantes, d'un écosystème en santé, etc. Euh, puis, c'est ça. Tu sais, dans la récolte de Rigno, ça implique plusieurs dimensions aussi importantes du mode de vie Anishinaabe, donc des relations qui sont réciproques avec le territoire, avec les familles, à travers la transmission de connaissances, des valeurs aussi extrêmement importantes comme le partage, aussi le partage de la nourriture. Euh, Puis, il y en a qui vont même jusqu'à dire que la récolte de Rigno, c'est une source de guérison postcoloniale qui aide les Premières Nations à se reconnecter au territoire, aussi à leur identité, leur spiritualité, l'organisation sociale. Euh, Puis bon, versus quand on compare au final plus à la relation que l'État, le gouvernement du Québec a avec l'Orignal, euh, on parle surtout de chasse sportive, donc de revenus qui sont importants pour le gouvernement du Québec. C'est une vision qui est très utilitariste de la faune parce que finalement, ce qui est important, c'est pas nécessairement de protéger l'Orignal pour sa valeur intrinsèque à la vie, mais plutôt de protéger la pratique d'activités sportives et récréo-touristiques parce qu'elles génèrent beaucoup d'argent à l'État. Euh, donc, c'est vraiment une toute autre relation à l'espèce. On parle même de ressources, là. Tu sais, juste pour vous donner en chiffres, là, les revenus en 2022, là, c'est les données juste sous la main, là, mais 2023, ça peut être 2024, ça peut être légèrement différent, mais en 2022, la chasse a octroyé 690,2 millions de dollars
au Québec. Tu sais, c'est quand même énorme. Puis pour l'Abitibi-Témiscamingue, toujours en 2022, c'est 58,2 millions de dollars juste pour la chasse. Donc, c'est beaucoup de revenus. Donc, de manière générale, la vision de conservation puis de mise en valeur de la faune, donc de l'orignal, du gouvernement du Québec, va s'inscrire dans une mission globale de façonner le territoire en faveur du développement d'activités récréotouristiques pour répondre à des besoins spécifiques qui sont bien souvent économiques. Donc, euh, différentes ontologies sur le territoire, différentes visions du territoire, ça mène à des configurations du territoire, puis dans la gestion, l'occupation, l'organisation de ce dernier aussi qui vont être différentes. Là, je vais vous lire, c'est une bonne citation, là, juste avant de continuer, là, qu'on a mise sur la diapositive, qui parle de comment, en fait, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu une belle discussion, Gabi, en 2022, qui est un jeune Anishinaabe qui chasse beaucoup. C'est un grand chasseur communautaire. Puis il parlait justement comment il préfère manger de l'orignal par rapport au bœuf haché. Donc, il dit on préfère aussi manger de l'orignal que du bœuf haché. On sait qu'en orignal, ça se promène, ça va manger des plantes de santé, des plantes fraîches, ça se promène, c'est en forme. Ça va manger des plantes aquatiques dans l'eau pleine de vitamines. Alors, son sang en orignal est fort, il est endurant. Nous autres aussi, quand on va manger de l'orignal, on va devenir endurant pour endurer les maladies, être fort, marcher en raquette, ça nous tient en forme. Ça nous évite aussi de tomber malade. Si on change notre alimentation, qu'on mange trop de porc ou de bœuf haché, on va chercher des maladies. Puis je me rappelle, il disait, c'était vraiment drôle, on avait bien ri, mais il avait comparé la paresse des vaches qui sont couchées dans le champ à l'orignal qui est fort puis qui marche dans la forêt, puis comment s'il mange juste du bœuf haché, ben, il va se ramasser comme la vache dans le champ, écrasé. Tu sais. Je trouvais ça bien drôle. Bref. Donc voilà, ben, je sais pas, Étienne, si tu peux revenir à la diapositive précédente, là, parce que je vais continuer dans cette veine-là, mais c'est ça, c'est que les visions qui sont différentes, ça crée des configurations de l'espace qui sont différentes aussi. Ça change le rapport aussi que les Anishinaabe vont avoir avec le territoire puis l'orignal. Euh, donc, euh, donc voilà. Puis en fait, ce qui arrive aussi, c'est que il y a, sur le territoire en ce moment, puis c'est ce que mes recherches constituaient à démontrer aussi, c'est que il y a une ontologie dominante, donc celle de l'État québécois, qui centralise le pouvoir sur le territoire, la prise de décision, les structures politiques, juridiques, puis qui viennent déterminer les paramètres d'accès et d'utilisation du territoire par les différents usagers, ce qui va souvent donner lieu à des conflits que certains auteurs vont nommer là, d'ordre politico-ontologique, donc politique et ontologique. Puis bon. L'écologie politique, finalement, nous permet là, d'analyser c'est une lunette qui nous permet d'analyser ces conflits-là. Euh, Puis, tout ça, c'est fait dans un historique d'accaparement du territoire, de territorialisation, donc par la délimitation d'espace, le façonnement d'espace par l'État québécois, l'État dominant là, sur le territoire, euh, par l'établissement de codes qui sont plus ou moins formels pour régir les relations entre les Autochtones, les peuples autochtones sur le territoire québécois. Puis les nouveaux arrivants pour les intégrer plus facilement aussi aux sociétés occidentales. Là, il y a eu plein d'éléments au niveau administratif, là, sans aller trop dans les détails, mais au niveau de la gestion faunique, là, ça s'est fait à travers différents mécanismes. Donc, il y avait vraiment une rhétorique, euh, des techniques, donc souvent en utilisant la science occidentale, qui venait là, justifier la prise de possession d'un territoire. Que ça se fasse par la démarcation d'un territoire, donc par, par les qualités physiologiques, la fertilité du territoire, toutes les différentes caractéristiques du territoire qui s'insèrent dans la science occidentale. Bon, tout ça, c'était des techniques là, c'est ça, euh, c'est ça, de légitimation d'utilisation du territoire. Puis sinon, ben, les différents agents de l'État qui est engagés pour circuler sur le territoire, comme les agents de la faune, pour venir mettre en application finalement cette démarcation-là du territoire. Donc, par différentes c'est ça, mesures d'activité scientifique, là, mobilité dans le groupe. Puis,
Ces diverses techniques bureaucratiques puis administratives-là, comme j'ai dit, ont été utilisées souvent pour justifier le contrôle de certains territoires, puis pour légitimer aussi la dépossession des peuples autochtones de leurs droits par les gouvernements canadiens et québécois. On appelle ça la conservation néolibérale. Donc, c'est dans le fond une conservation, type de conservation qui s'insère beaucoup dans les prémices du néolibéralisme. Puis historiquement, pas juste au Canada puis au Québec, mais partout à travers le monde, là, il y a eu un mouvement où il y a des aires protégées qui ont été créées dans les années 50, 60, 60, 70, avec vraiment l'idéologie dominante de conservation, de l'ontologie dominante des États occidentaux qui finalement exclut l'humain du cycle naturel. Là. Tu sais, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du dualisme nature-culture, là, mais cette dualité entre la nature, la culture, puis cette dissociation-là de l'humain de l'écosystème finalement, là, comme si on ne faisait pas partie du territoire. Puis ça a donné lieu en fait justement des formes des types d'aires protégées où les gens étaient vraiment exclus du territoire. Donc, tu as eu des mouvements, là, justement, des politiques, différentes politiques à travers le monde où les peuples autochtones étaient exclus de leur territoire parce qu'on voulait protéger, l'État voulait protéger ces territoires-là d'activités humaines en ne comprenant pas la synergie que ces groupes-là avaient finalement sur le territoire. Puis ça a donné lieu à des conflits de violence partout à travers le monde. Puis ça, c'est une donnée de 2009, mais juste en 2009, là, ils ont calculé qu'il y avait 200 millions de personnes qui avaient été violentées là, par des différents mécanismes liés à la conservation néolibérale. Donc, pas juste par l'établissement différentes aires protégées puis zones de conservation, mais à travers l'instauration de politiques gouvernementales qui sont venues changer drastiquement là, les relations entre les peuples autochtones puis leur territoire. Fait que, donc, voilà. Dans le fond, ça pour dire que finalement, historiquement, ce qu'on voit, puis plus au Québec surtout, le droit a vraiment un rôle structurant dans la mise en place de systèmes de gouvernance pour la gestion du territoire québécois. Euh, Ça donne lieu aujourd'hui c'est ça, une gouvernance étatique qui est surtout centralisée de la faune, de la gestion faunique, de la gestion du territoire, où, en fait, les intérêts, finalement, en matière de gestion des ressources naturelles, donc de l'orignal, restent souvent assujettis aux intérêts de l'État, ce qui laisse peu de place à ce que d'autres visions du territoire soient prises en considération selon leur propre fonctionnement. Fait que ça c'est venu drastiquement là, changer vraiment le. Si on ramène ça à l'Abitibi-Témiscamingue, chez les Anishinabés, la carte qui est sur la diapositive, on voit là, les petits points rouges, là, c'est tous les baux d'abris sommaires qui sont sur le territoire. Donc, il y en a énormément. Tout ça, c'est un exemple, par exemple, que le territoire a été fragmenté avec le temps. Puis ça, par exemple, en période de chasse sportive, ça vient créer des conflits, là, des tensions entre les chasseurs sportifs autochtones puis les chasseurs Anishinabés. Je sais qu'Étienne voulait aussi en parler un petit peu, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir aborder là, bien rapidement tout de suite ensuite. Mais bref, c'est ça. Historiquement, il y a eu plein d'autres éléments, là, la création de la réserve faunique de la Vérandrie, les clubs de chasse et pêche privés. Mais c'est ça, voilà. Étienne, je ne sais pas si tu veux continuer, là. Il ne reste pas beaucoup de temps. Par rapport à la chasse, tu veux dire? Ouais, ben en fait, je voulais faire le tour sur tout ce qui était comme, tu sais, le fait que, tu sais, les politiques de l'État viennent vraiment Hmm. influencer les relations entre les Anishinabés puis le territoire en Abitibi-Témiscamingue, mais, tu sais, là, on va en parler dans les solutions, là, tout de suite après, mais Hmm, hmm. en Mais- général, tu sais, c'est quand même des politiques qui sont appliquées dans le territoire atikamekw, là, fait que c'est sûr que ça a une incidence aussi en Oui, termes. oui. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, moi, bon, c'est plus des observations parce que j'ai fait une partie de mes collectes de données durant l'automne en 2021, mais il y a, tu sais, c'est sûr que quand il y a la période de la chasse, beaucoup de personnes à Manawan me disaient comment est-ce que c'était difficile de, tu sais, c'était difficile d'aller sur le territoire. Il y a souvent
tu sais, des barrages ou des clous même que les chasseurs allochtones vont mettre sur le, le- les chemins forestiers pour vraiment dire pas le droit de rentrer. C'est comme une espèce d'idée de vouloir que ce soit son spot de chasse, ses orignaux. Fait que là, tu peux pas te déplacer dans le territoire. Puis ça mettait, ça fâchait énormément les personnes avec qui je travaillais, puis mes amis. Puis aussi, tu sais, il y a un endroit à Manawan que c'est le site Merimoin, qui est un site de guérison communautaire et de transmission culturelle. Puis, tu sais, c'était pas rare, surtout durant l'automne, que des gardes de chasse amènent des orignaux décapités parce que les chasseurs ont juste tué l'orignal pour prendre la tête, puis il laissait la viande derrière, il la coupait en quartiers, puis c'était comme, OK, on laisse ça là. Puis là, les gardes de chasse, ils amenaient ça ici. Ben, ils amenaient ça à Manawan, puis tu sais, le monde, il regardait ça, puis tu sais, des fois, la viande était comme, elle commençait à être pourrie, ou il avait utilisé vraiment beaucoup de balles pour abattre l'orignal. Fait que là, ça fait des brûlures, tu sais, ça fait comme beaucoup de... Ça endommage beaucoup la viande puis la carcasse, puis tu sais, beaucoup de personnes me disaient comment est-ce que c'était comme très irrespectueux par rapport à l'orignal, de le découper comme ça, de tirer autant de fois, de juste prendre la tête, puis en plus d'empêcher d'aller dans le territoire pour même pas manger et dans la vision de mes collaborateurs, c'était vraiment euh, un manque de respect total à comment est-ce qu'ils conçoivent l'orignal. Fait que, tu sais, moi, c'est plus ça que j'ai à dire là-dessus que j'ai pu voir là. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, c'est quand même similaire à ce que j'entendais aussi, là, tu sais, l'idée du panache. Puis c'est quand même pas tous les chasseurs sportifs qui ont. Tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui le font pour la subsistance aussi, là, mais c'est pas la même subsistance quand même parce que tu sais, on parle quand même que de certaines communautés qui sont vraiment isolées, là, puis qui sont loin des centres urbains pour même acheter de la viande hachée, là, même si c'est ça qu'elles voudraient manger, la relation à l'alimentation est différente. Mais effectivement, là, chez les Anishinabés, un peu, c'est ça, là, tu sais, toute l'idée du panache, du trophée, là, c'est vraiment différent. Je Ouais. comprends. Là, nous, moi, on me glisse à l'oreille qu'il faudrait conclure tranquillement. Donc, as-tu un petit mot de la fin? Puis sinon, le reste de la partie, on pourra répondre aux questions. Dans les questions, on pourra. Ouais, ben si tu veux changer le diapo vers les pistes de Yes. solution, je pense que ça amène quand même comme des éléments concluants, mais tu sais, dans le fond, dans ma recherche, je cherchais quand même Enfin, on m'a beaucoup communiqué comment est-ce que certains Anishinabés voyaient de quelle manière est-ce que l'État pourrait faire les choses différemment pour que il y ait une meilleure écoute, peut-être éventuellement une manière de gérer la chasse de manière collaborative. Euh, Puis ça, c'est les éléments qui sont ressortis, là. Donc, plus d'écoute, de compréhension des ontologies autochtones. En ce moment, il y a vraiment une incompréhension. Puis même dans les modèles de structure dans la volonté de l'État à vouloir établir une structure de gestion collaborative, tu sais, même au sein, en ce moment, de la table de négociation, ça a été discuté. C'est l'élément souvent manquant même dans les recherches. On ne sait pas comment aborder ça parce que c'est des relations qui sont complexes. Puis j'ai l'impression ça, c'est vraiment ma propre vision de la chose, mais j'ai l'impression que ça serait peut-être beaucoup trop long pour l'État d'arriver à comprendre. Puis même, je pense que est-ce que vraiment il arriverait à comprendre, là, c'est la question, mais euh, c'est ça, de comprendre c'est assez de manière complexe comment ça fonctionne, la gestion de la chasse chez les Premières Nations pour en créer une structure de gestion collaborative. Ça reste très limité, mais c'est un désir, un souhait qui a été souligné à Lac-Simon. Plus d'actes de résistance pour faire une place dans l'arène politique étatique. Euh, Malheureusement, mais heureusement, c'est ça qui fonctionne. Souvent, ça prend un conflit sur le territoire pour que l'État agisse puis qu'il y ait vraiment une structure de collaboration qui en émerge. Sinon, un plan gestion à l'orignal qui est propre aux communautés, parallèlement à celui de l'État, avec peut-être un mécanisme c'est ça, conjoint là, qui ferait que euh, les gens se parlent. Des changements dans l'obligation de consulter, parce que, bon, en ce moment, dans les plans de gestion de l'orignal, il n'y a presque rien sur la consultation, là. Comme, comme souvent, dans beaucoup de cas, je pense que l'impression qui est laissée aux communautés, c'est que
elles ont souvent l'impression que le gouvernement coche une cause, mais que leurs demandes, leurs préoccupations ne sont pas vraiment mises de l'avant dans ces plans de gestion-là. Puis finalement, des lois à la hauteur des réalités sociales, géographiques et écologiques. Ça, c'est vraiment intéressant parce que, en fait, ce que des participants m'ont dit, c'est que la loi à la conservation puis la mise en valeur de la faune, là, qui est la loi principale qui régit les activités de chasse, euh, ils ont l'impression qu'elle est appliquée de manière uniforme partout au Québec, alors que les réalités géographiques font que des fois, les modalités de la loi sont pas réalistes. Donc, par exemple, en Abitibi, il y a énormément de foresterie, il y a énormément d'exploitation minière, il y a énormément de coupes de chemin pour l'exploitation des ressources naturelles. Donc, ça vient largement changer, là, en fait, la chasse à l'orignal, tant pour les Allochtones que pour les Anishinaabe, parce que l'ouverture de chemin, par exemple, ça va donner lieu justement à des tensions, souvent pendant les périodes de chasse, entre les Allochtones puis les Anishinaabe. Fait que ça, c'était un exemple qui avait été soulevé. Fait que ça serait les éléments que j'aurais à dire pour conclure, là. Puis c'est ça. Je sais pas, Étienne, si tu veux rajouter là-dessus, mais sinon, ben, si tu as des choses à dire pour conclure aussi, c'est à ton tour. Non, moi je trouve que c'est tout. J'aime bien ton mot de la fin, puis peut-être que je rebondirai sur différents éléments, mais je veux que ça me tente qu'on entende les questions du monde, puis qu'on échange de façon plus informelle. Fait que, merci tout le monde de votre écoute, puis on a bien hâte d'entendre vos questions. Merci beaucoup, Rachel et Étienne, pour votre communication très édifiante. On passera à la période de questions. Vous pouvez lever vos petites mains virtuelles si vous avez des questions, commentaires, euh, n'importe quoi. En fait, je pense que Étienne et Rachel sont ouverts à toute forme de dialogue. Alors, voilà, j'attends. Nous attendons. Dépêchez-vous parce qu'il reste juste 10 minutes, théoriquement, pour la période de questions. Ah, À à tes tes souhaits, souhaits. Pascal. À tes souhaits, Pascal. Désolée, c'était pas prévu que mon son est allumé. Hmm. Rachel, tu avais fait une présentation. Ah, Camille Ouellet, on dirait qu'elle nous pose une question. Oui, ben là, j'avoue, j'ai la page de solutions, conclusions est passée vite, mais je me demandais, tu sais, vous avez mentionné, puis je connais pas grand-chose non plus sur la chasse, mais je me demandais, est-ce que vous pensez qu'il y a comme plus d'optimisme du côté de réfléchir d'autres manières de cogestion en mettons avec les pourvoiries versus avec l'État, ou ça revient un peu au même, où il y a comme des relations différentes entre comme de votre expérience, là, de ce qui vous a été partagé, entre comme tu sais, directement certaines pourvoiries ou comme tu sais, de séparer un peu genre comme ces entités-là du gouvernement ou je sais pas. Je sais pas si c'est clair. Hmm. Non. Étienne, est-ce que tu veux, je peux-tu y aller en Ah premier oui, ou? vas-y, vas-y. Ben, tu sais, dans le fond, c'est pas vraiment une réponse exhaustive que je peux donner parce que j'ai pas travaillé, tu sais, j'ai vraiment juste travaillé avec les Anishinaabe de Lac-Simon. Moi, je trouvais ça important de faire ressortir leur voix parce que, bon, c'est souvent, tu sais, dans le cadre de ma maîtrise, c'était quand même assez simple d'aller chercher l'information que j'avais besoin pour la vision de l'État, là, parce que j'aurais pu aussi aller faire des entrevues avec le gouvernement, mais pour une maîtrise, c'était trop. Fait que je me suis vraiment concentrée sur la vision de Lac-Simon. Je trouvais que c'est important de faire ressortir leur voix. Puis c'est sûr que dans un autre projet de plus longue envergure, la vision des pourvoiries, ça aurait été pertinent aussi. Après, tu sais, j'ai l'impression qu'il peut toujours avoir une volonté d'établir des partenariats avec les Premières Nations. Tu sais, souvent, il y a comme
il y a une volonté, puis on en parle, mais puis tu sais, les pourvoiries, je sais pas, là, plus précisément, mais j'ai l'impression que ça pourrait être une volonté. Mais après, c'est de la manière que ça va se faire que là, ça devient complexe parce qu'on peut vouloir quelque chose, mais le mettre en œuvre, c'est autre chose. Puis, euh, ben, c'est ça que j'aurais à répondre, mais c'est sûr qu'éventuellement, ça pourrait être intéressant d'aller chercher la vision des pourvoiries parce que des tenteurs de pourvoiries, parce qu'eux autres aussi, c'est sûr qu'ils ont leur mot à dire là-dedans, là. Mhm. Moi, je peux rajouter une mini affaire. Je connais pas du tout la législation par rapport aux distinctions entre, tu sais, baux de villégiature, pourvoirie, si c'est la façon dont c'est encadré de façon foncière et légale. Tu sais, ça, j'ai aucune idée. Mais sauf que dans mon expérience à Manawan, puis toi aussi, tu sais, tu travailles à Manawan, fait que tu le sais un peu, il y a quand même plus ces temps-ci une ouverture par rapport à la collaboration entre pourvoirie et résidents Atikamekw, notamment dans l'offre de villégiature, tu sais, de faire de plus en plus de partenariats euh, pour offrir comme des expéditions, puis qu'il y ait une espèce de retombée économique dans la communauté. Fait que sur cet élément-là, j'ai l'impression que comme beaucoup de pourvoiries fonctionnent sur un modèle entrepreneurial d'offre de services et d'une offre, ouais, ben c'est ça, que ça répond à l'offre qui est là, ben il y a des fois, je pense qu'il y a une ouverture dans une optique de partenariat économique, mais encore là, ça serait intéressant de s'interroger sur quelles sont les concessions mutuelles entre dans ce type de partenariat-là pour genre est-ce que c'est plus prometteur ou positif que des relations avec le gouvernement dans dans les négociations, puis comme même s'il y a moins de bureaucratie, est-ce qu'il y a quand même un élément plus positif? Ça, je ne sais pas, ça serait des questions intéressantes à creuser, là. Ouais. C'est bon, merci. Euh, François-Xavier Cyr a levé la main, alors la parole est à toi. Oui, merci. Salut Rachel. Salut, salut Étienne. On se connaît moins, là, mais salut tout le monde. Merci pour la présentation. Oui, c'est ça. Moi, bon, je m'y connais peut-être un peu plus là, quand même. Là. Je fais mon postdoc sur les ententes de gestion phonique avec les peuples autochtones. Puis je chasse beaucoup moi-même. Je chasse souvent aussi avec des Wallastokiyik. Il y a quand même. On discute pour discuter. Là. C'est une intervention intéressante. Et je pense que quand on parlait aux pistes de solutions, tu sais, madame, tantôt parlait des pourvoiries. Évidemment, dans le modèle de l'aménagement faunique au Québec, on a différents modèles. On a les pourvoiries, on a les ZEC, on a les parcs nationaux, on a les différentes formes d'air protégé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'historiquement, c'est que tout ça s'est construit vraiment comme un prélude d'affirmation territoriale, souvent un prélude aux activités extractives comme la foresterie et tout ça. Tu sais, au début, c'était les clubs privés, puis c'était vraiment une façon, finalement, pour l'État québécois de dire voici, nous affirmons notre présence sur le territoire, mais on fait le moins d'efforts possible. Donc, on donnait un baux à un groupe privé qui, lui, avait en échange la responsabilité de s'occuper de ce territoire-là, évidemment par le fait même en expulsant de façon parfois violente là, les personnes autochtones qui pratiquaient là-bas depuis très longtemps. Donc, oui, tu sais, je pense que moi, il y a un enjeu fondamental de centralisation de la gestion faunique. Ça, c'est clair et net. Effectivement, si les ZEC, les pourvoiries, tous ces modèles-là avaient plus de pouvoir, peut-être, à un niveau relativement superficiel, par contre, parce que toutes ces entités territoriales, parce que, qui ont une vocation de gestion faunique et territoriale-là, ben, sont toujours, tu sais, des genres de délégation de la part du Québec. Fait qu'on est toujours sur du territoire québécois, puis ça change jamais. Puis les EC, théoriquement, quand ils ont aboli les clubs privés puis ont créé les EC, c'était vraiment supposé transférer vraiment la contrôle de ces territoires-là aux populations locales. Honnêtement, les EC, ce sont des délégataires de gestion de chemin puis de prix d'entrée là, sur un territoire qui, généralement, de toute façon, est ravagé par l'industrie forestière. Quoique dans les modèles de chasse, là, chasse à la pomme, là, que j'appelle, où c'est quand on reste bien stable sur place, c'est le fun d'avoir des bûchers parce que c'est là que tu vois les orignaux. Fait que oui, de ce côté-là, moi je pense qu'il y a clairement là, des options envisagées, sauf que là, on parle d'un enjeu de centralisation décisionnelle qui dépasse de loin la gestion faunique. Là. Puis là, on le sait comment que le Québec voit ses portefeuilles, voit son. C'est bon. Ça, c'est quand même quelque chose là, de majeur, je dirais.
L'autre interrogation, moi, qui me revient souvent en tête, en fait, est cette primauté-là de ce qu'on nomme la chasse sportive. Parce que, tu sais, Rachel l'a très bien dit tantôt, le Québec ne reconnaît que la chasse sportive comme étant une forme noble et propre de faire la chasse. Ceci étant dit, quand on regarde comment que ce modèle de chasse-là s'est créé, en fait, c'est un modèle bourgeois qui vient des anglophones des villes. Essentiellement, c'est ça. C'est ça la chasse sportive, le modèle de chasse sportive. Puis on voit aujourd'hui à quel point c'est une industrie, là, tu sais, je veux dire, moi, je chasse avec des vieux de la vieille. Si on s'achète un gun, puis on a des vieux polars pour pas faire de bruit sur les branches, mais quand tu regardes, les gens ils peuvent mettre 15 000 par année juste en guedis là, pour aller à la chasse, alors que le taux de succès est pas meilleur. Fait que, tu sais, moi, cette notion-là de chasse sportive, je pense que c'est peut-être, présentement, c'est un des cœurs du problème, je te dirais, parce que les peuples autochtones ont crissement raison de dire, ben, tu sais, en fait, il y a tellement de quoi d'ironique quand tu y penses, tu sais, que la primauté pour les activités de subsistance et la chasse sportive qui, par défaut, n'est pas quelque chose qui assure la subsistance. Fait que moi, je pense qu'il y a quelque chose de fondamentalement ironique là-dedans. Puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de non-autochtones aussi qui pratiquent la chasse, mais pas uniquement de façon sportive. Tu sais, je pense qu'on a mis une démarcation nette entre chasse sportive et chasse de subsistance, mais il y a de la chasse d'appui à la subsistance, tu sais où les familles de ces gens-là, qu'elles soient autochtones ou non, d'avoir un orignal dans le congélateur pour l'hiver. Tu vas pas rien que manger ça de l'orignal, tu sais, mais ça va faire une hostie de différence sur ton bill à la fin de l'année. Tu sais. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte. Puis, moi, je pense que l'enjeu fondamental vient aussi, et là, je suis vraiment désolé à tous les gens des villes, mais vient du fait que des gens qui ne sont pas sur le territoire ont accès de façon récréative à la chasse. Puis il n'y a pas comme de priorisation qui est faite entre peuple autochtone, personnes locales et gens des villes. Ce qui fait que là, tous les non-autochtones sont mis en compétition de façon égale, mais fondamentalement inéquitable, pour avoir des forfaits à gauche, à droite, pour pratiquer une chasse sportive qui, pour certains, est clairement juste un amusement, alors que pour d'autres, c'est quelque chose aussi d'assez fondamental. Ce qui fait qu'en dehors des territoires structurés comme les ZEC ou les choses comme ça, tu te ramasses dans les territoires publics, c'est le calice de Far West dans le temps de la chasse. Là. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà pratiqué la chasse et territoires publics, mais c'est ça. Honnêtement, comme mets-le en esti ton dossard parce que tu peux te faire tirer dessus pour vrai. Là. C'est le Far West. Puis là, ben, ce sont les gens les moins fortunés, finalement, qui se ramassent sur ces territoires-là. Puis là, ce sont ces gens-là, après ça, qui sont en colère parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les Autochtones, eux autres, ils peuvent chasser, alors qu'ils vivent aussi sur des territoires forestiers, pas dans des grands centres urbains, avec peut-être beaucoup moins d'accès, si on veut, là, aux produits du marché. Fait que, moi, je continue d'être fondamentalement d'accord que les droits premiers doivent arriver au peuple autochtone, mais je pense que quelque chose qui aiderait fortement, ce serait de créer une certaine hiérarchisation pour que finalement les gens riches des villes qui ont inventé la chasse sportive pour s'amuser soient les derniers dans la liste à pouvoir aller chasser quand tout le monde d'autre est passé. Fait que voilà, c'était ça mon intervention sur le sujet. Merci. Euh, C'est vraiment pertinent ce que tu as dit, là. Puis, tu sais, c'est ça. C'est vraiment le Far West, ça. Je pense que c'est c'est le cas de le dire, là, pendant la période de chasse. C'est pas très drôle, là, mais effectivement, tu sais, moi, ce que j'entendais aussi, c'est que les Anishinabés, pendant cette période-là de chasse sportive, vont souvent pas sur le territoire parce que, tu sais, ils vont soit la nuit ou après ou avant ces moments-là parce que c'est juste trop dangereux d'être sur le territoire, là. euh, merci en Chris, François Xavier. Euh, et sur ce, on est à l'heure limite. Alors, je, je mettrai fin à la conférence et à la période de questions. Mis à part si Jean-Philippe Puzel veut, non, il voulait juste allumer sa caméra. D'accord. Bon, c'est juste ma vidéo par courtoisie pour remercier Rachel et Étienne de leur prestation. Merci. Alors, je mets fin à l'enregistrement.